Auguste Rodin. À n'en pas douter, l'un des artistes les plus influents du XIXe siècle français, se démarquant par son style de modelage brut et libre qui brise les règles d'une époque artistique très codifiée et critique. Héritier de l'humanisme, il sublime le corps humain dans son forme sauvage, frôlant l'impressionnisme, et est l'une des figures principales de l'expression plastique de la sensualité et de la douleur. Qui de mieux donc, pour être l'interprète de l'œuvre monumentale qu'est la Divine Comédie de Dante Alighieri, théâtre des passions humaines et de la déchéance de l'âme. Bienvenue au musée Rodin. Ici installé à l'hôtel Biron, nous allons vous présenter dans ce cadre idéal La porte de l'enfer de Monsieur Rodin. Auguste Rodin naît à Paris le 12 novembre 1840. Plus intéressé par le dessin que les études, ses parents l'inscrivent à l'école spéciale de dessin et de mathématiques, où il découvre la sculpture. En 1879, le secrétaire d'État aux Beaux-Arts, Edmond Turquet, charge Rodin de la création d'une porte monumentale destinée à être celle du musée des arts décoratifs. Rodin, passionné par la Divine Comédie de Dante Alighieri, dont il gardait toujours un exemplaire dans sa poche, se met donc en tête d'illustrer le premier chapitre du groupe de 3 textes, l'Enfer. Sorte de réponse à l'une de ses sources d'inspiration dans l'art italien de la Renaissance, Lorenzo Ghiberti, et à sa porte du paradis trônant au baptistère de Florence. Frustré par les soupçons qui pesaient sur lui quant à l'utilisation de moulages sur le vif pour ses sculptures, comme l'affaire de l'âge d'airain, Rodin choisit de ne placer que de petites figures multiples sur sa porte colossale de 6 mètres de haut pour 4 mètres de large et 85 cm d'épaisseur. Heureusement ou malheureusement, la commande va prendre de plus en plus de retard jusqu'à être finalement annulée en 1889 après 20 ans de travail. Rodin présentera malgré tout sa porte inachevée, les bâtons nus, encore en plâtre, à l'exposition universelle de 1900. Par la suite, durant 20 autres années, il profitera de la liberté artistique que lui offre l'annulation en y greffant tour à tour certains de ses projets individuels qui viennent enrichir et même dépasser les bâtons. Ainsi se distinguent plusieurs groupes que l'on peut retrouver comme travaux à part entière. Je suis belle, L'homme qui tombe, Paolo et Francesca, Ugolin et ses enfants, Les Trois ombres ou encore Le penseur. Obsédé par sa porte qui synthétise une grande partie de son œuvre, éternellement insatisfait, Rodin retouchera le monument jusqu'à sa mort, le laissant donc techniquement inachevé au bout de 40 ans de travail. Pour autant, la porte est loin d'être vide, de figures comme de messages. Rodin disait chercher à fixer dans l'argile la psychologie des modèles à travers les expressions faciales. Quand un bon sculpteur modèle des corps humains, disait-il, il ne représente pas seulement la musculature, mais aussi la vie qui les réchauffe. Plus qu'une réplique fidèle du faciès, c'est une réplique de l'âme qu'il veut faire naître d'entre ses doigts et pétrir dans la glaise avant de la figer dans le bronze. Ainsi, dans la porte de l'enfer, Rodin imprègne son argile des passions, des souffrances et des tourments de l'âme humaine que Dante peint dans sa Divine Comédie, mais s'éloigne aussi peu à peu du matériau d'origine pour s'appuyer sur les Fleurs du mal de Charles Baudelaire, recueil de poèmes source de scandale par leur caractère sulfureux. Son modelé brutal, nerveux, magmatique et puissant se prête donc parfaitement à cette expression de la douleur et du désespoir qui tient une place centrale dans l'enfer, le séjour des pécheurs. Les arêtes sont marquées, les musculatures saillantes, les corps tordus de douleur, les visages figés dans un cri d'agonie déchirant. Jusqu'aux mains, sujet d'un grand nombre de ses études, sont crispées de douleur et d'affliction. Les figures semblent émerger piteusement d'un magma de chaos dans un élan de désespoir et une débandade générale, tentant vainement d'échapper à l'enfer. On trouve ainsi, parmi ces figures éplorées, certains visages plus ou moins connus de la Divine Comédie, habitants des 9 cercles de l'enfer où sont punis certains péchés, avant que les 7 péchés capitaux ne soient expiés dans le purgatoire, 2e chapitre de la Divine Comédie. Ainsi, par ordre inferno-géographique, nous distinguons tout d'abord l'anté-enfer, sorte de vestibule imagé par la porte elle-même que Dante franchit dans ses écrits, surmonté par les 3 ombres également évoquées par le poète. Puis viennent les âmes errantes des limbes, représentées dans les pilastres par un enchevêtrement de vieillards et de nourrissons, les personnes qui, n'ayant connu le Christ, ne peuvent accéder à une quelconque forme de jugement. Paolo et Francesca, les amants adultères, sont les représentants du second cercle, celui de la luxure, où trône également Minos, le juge des enfers, assignant les damnés aux corniches infernales selon leur tort, probablement incarné par le penseur qui semble méditer et surveiller son royaume, avec de part et d'autre des âmes en attente d'un jugement. Puis nous survolons les cercles de la gourmandise, de l'avarice, de la colère, de l'hérésie, de la violence et de la tromperie, non caractérisés par des personnages particuliers, pour échoir sur Ugolin dévorant ses enfants,
prisonnier du 9e et dernier cercle infernal, réservé aux traîtres, et plus précisément dans l'Anténora, la zone des traites à la patrie, crime dont Hugolin était coupable avant d'engloutir sa progéniture. Rodin livre donc ici une transcription fidèle de la Divine Comédie, donnant corps à des personnages marquants et illustrant une large palette de dépravation humaine par ces figures emblématiques de leur cercle de nations respectifs, mais s'affranchit à la fois de son inspiration en choisissant de les représenter sans réelle démarcation qu'aurait pu suggérer un schéma de composition. Ils ne sont que partie d'un grand tout chaotique, fourmillant de détails, qui incarne dans ce sarcophage de bronze la déchéance de l'âme humaine. L'artiste succède à l'artiste, héritant de son œuvre et la magnifiant par un autre art, de même que pour la beauté pitoyable de son propos. Ainsi, la porte attend, sans but, inachevée, flanquée d'Adam et d'Ève, semblant scellée avec de multiples âmes éplorées à l'intérieur. Les traverses humains coulées dans le bronze à la vue de tous, comme une mise en garde dormante. La porte reste fermée, Rodin arrive à nous faire sentir que c'est en mieux. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock,